Comme ça, Jean-Robert sera... Moi, je vais mettre... Ouais, je vais faire le tour. Donc, Jean-Robert Desclerons, que je ne présente pas, va nous parler des traitements locaux, régionaux, dans le cancer du pancréas en particulier, la radiofréquence et les contourations. Merci infiniment de votre invitation, bien sûr, pour commencer. Ensuite, on pourrait présenter ce topo comme une possible alternative à ce qu'a présenté Philippe, que j'admire beaucoup pour sa technique. Mais on peut peut-être dire que ce topo vient après et qu'il ouvrira la discussion. Un peu d'histoire. Bon, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Je rappellerai simplement qu'à l'échelle du temps, l'échographie est apparue là, le scanner en 1972, mais que les concepts de destruction étaient connus de longue date, puisque la première radiofréquence a été faite pour une tumeur cérébrale, c'était en 1926, que le concept des ultrasons à haute intensité, ça date de 1942, et vous voyez que le foie a été un modèle pour les premières destructions ciblées sous contrôle d'une imagerie performante. Et vous voyez que c'est 1980. Et la première radiofréquence publiée pour tumeur du foie, un petit carcinome hépatocellulaire, c'est en 1990. Alors, est-ce qu'on entre dans un nouveau paradigme? C'est possible, mais je commencerai par une conclusion. Il n'y a aucune étude prospective contrôlée concernant le sujet. Alors les principes, rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, la chaleur et le froid s'adressent, c'est pas un bon terme d'ailleurs, vont détruire la membrane cellulaire avec toutes les conséquences que ça peut avoir, avec une différence essentielle avec l'électroporation, qui est une méthode non thermique, c'est que l'électroporation respecte le tissu extracellulaire. Et ça a une certaine importance, vous le verrez tout à l'heure, dans les conséquences et la morbidité de chacune des techniques. En chirurgie expérimentale, alors pour les besoins de ce topo, je me suis un peu documenté, parce que je ne connaissais pas grand-chose, je dois dire, sur les travaux expérimentaux qui concernaient ces techniques. Mais j'ai retenu ce papier parce qu'il montre une chose très intéressante. La destruction, elle est possible. Vous voyez, ces chirurgiens ont injecté des cellules d'une lignée d'adénocarcinome pancréatique, une lignée immortelle, à des souris nudes. Ceci est tout à fait classique. On a obtenu une destruction complète qui permet d'obtenir ceci, un nodule complètement fibreux, acellulaire. Et dans cet autre groupe de souris, on a fait une destruction incomplète. Alors retenez bien ça, parce que la destruction incomplète, vous allez voir que ça va revenir plusieurs fois dans le topo, parce que c'est un facteur important probablement de la stimulation immunitaire. Et on laisse de la tumeur résiduelle. Et ce qu'on constate, c'est que cette tumeur résiduelle a une croissance plus rapide que la tumeur initiale. Elle sécrète des cellules circulantes, très important, et il y a une agressivité biologique et éventuellement donc une résistance au traitement qui est plus grande. Donc c'est très intéressant parce que l'argument de chirurgie expérimentale qui veut qu'on laisse une périphérie de la tumeur et la croissance de cette périphérie au moment de la récidive est plus rapide que la tumeur primaire, en pratique clinique, on va probablement constater le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recommandation, c'est de ne pas tout détruire finalement parce que la périphérie de la tumeur va induire une réaction haute tumeur et une cascade d'événements immunitaires qui peuvent lutter contre la maladie micro-métastatique. Alors, un état des lieux en 2015, je vais aller vite. 7 études sur la radiofréquence, 141 malades traités par électroporation, quelques séries sur les ultrasons à haute intensité, et puis de façon tout à fait anecdotique, le micro-ondes, le laser et la thérapie photodynamique. Quels sont les résultats? Eh bien, dans cette revue systématique de la littérature publiée à la fin de l'année 2015, vous voyez que la mortalité n'est pas nulle, loin de là, 2%, 3%,
que la morbidité liée au geste, là aussi, est relativement importante, près de 15%, et que la morbidité globale induite par le geste, eh bien, elle varie de 4% à 59%. Donc il y a probablement là aussi une part importante liée à la sélection des malades. En termes de survie médiane, je trouve que les choses sont très difficiles à comparer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on dispose d'une chimiothérapie efficace, le FOLFIRINOX, qui n'est pas faisable chez tous les patients, en particulier en raison de l'état général des cancers avancés, mais le FOLFIRINOX donne des résultats qui n'étaient pas connus à ce jour, avec une médiane de survie avec chimiothérapie seule qui est de 18 mois. Alors, quand on compare chimiothérapie, radiochimio, aux résultats obtenus par ces méthodes de destruction, ces méthodes ablatives, eh bien, c'est très difficile de se faire une opinion. La radiofréquence, 25 mois, l'électroporation, 20 mois. Bon, il n'y a pas d'essais randomisés, qui ne sont peut-être pas éthiques d'ailleurs, donc ça pose un vrai problème de construction de l'essai. Mais il n'y a pas d'argument extrêmement convaincant. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à titre palliatif, ça améliore la douleur, il n'y a aucune donnée concernant la qualité de vie, et en termes de résection secondaire, lorsqu'on combine chimiothérapie d'induction, plus ou moins radiochimio, plus une méthode de destruction, dans l'équipe de Louisville, on arrive à 30% de résection secondaire. Alors je vais m'arrêter un instant sur les effets délétères potentiels de la radiofréquence qui ont fait choisir à certaines équipes l'électroporation. Le problème, c'est les vaisseaux, bien sûr. Vous savez que les vaisseaux réduisent l'effet thermique, que dans le pancréas, ce n'est pas possible de clamper. C'est éventuellement possible, mais il faudrait clamper le système porte, clamper l'apport artériel, alors que le foie, on peut faire une radiofréquence sous clampage assez simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle le heat sink effect, c'est-à-dire que la circulation sanguine réchauffe la zone de thermoablation, et donc la thermoablation est moins efficace quand la circulation est ouverte. Il y a bien sûr un risque de blessure vasculaire, et puis il y a les structures anatomiques voisines, le canal pancréatique principal, bien sûr, avec le risque de fistule et de pancréatite, la voie biliaire principale, et je vais vous montrer un exemple terrible de prothèse métallique non extractible qui a abouti à une catastrophe absolue chez un malade, je vais vous montrer les images, le duodénum, et il faut refroidir le duodénum et réaliser une gastro-entéro-anastomose. Je vais passer là-dessus. Alors voilà cet exemple, une complication gravissime au début de notre expérience chez un de nos malades qui est décédé des complications. Voilà la lésion détruite, on était très contents. On a une destruction parfaite au contact de la veine et de l'artère mésentérique supérieure. Voilà quelques jours plus tard, il y a une espèce de halo qui se développe, un syndrome inflammatoire indiscutable, et puis le malade fait une thrombose mésentérique aux portes, vous avez le scanner ici, et un anévrisme de l'artère mésentérique supérieure que vous voyez ici. Alors cet anévrisme de l'artère mésentérique supérieure, on l'a stenté, nos radiologues ont été brillants, mais malheureusement, l'évolution c'est ça. Défaillance multiviscérale, ascite, insuffisance rénale et décès du malade. Alors j'ai entouré la prothèse en rouge parce que bien sûr il ne faut pas faire de radiofréquence quand il y a une prothèse métallique parce qu'on décuple l'effet de la radiofréquence. Le problème c'est que quand il y a une prothèse métallique en face, parfois on n'arrive pas à tout retirer, qu'on laisse des brins parce que si elle est impactée dans les parois biliaires, ce n'est pas toujours évident de la retirer en totalité. Alors, deux groupes ont acquis une expérience importante dans ce domaine. Le groupe de Vérone, je vais y revenir dans un instant puisque nous travaillons avec eux, et l'université de Louisville, qui est un farouche partisan de l'électroporation. Alors, ce qu'on peut distinguer, c'est la destruction seule et la destruction pour augmenter les marges de résection. Alors, le groupe de Vérone, voilà, je vous ai mis les logos qui sont très jolis. Le groupe de Vérone, le groupe de Louisville. Alors, Vérone, essentiellement M. Girelli et puis Roberto Sabbia, avec qui j'ai l'occasion de travailler sur un programme de recherche en ce moment, sans pancréatectomie, sans radiofréquence, vous le voyez, mais dans le contexte d'une stratégie multimodale. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous verrez qu'aujourd'hui,
il n'y a plus aucun malade qui a de la radiofréquence upfront. Ils ont tous un traitement d'induction avant de bénéficier d'une destruction. Regardez la mortalité, c'est ce que je vous ai montré, hein, c'est pas 0, c'est 3%, et avec un suivi médian de 12 mois, vous voyez une survie sans récidive qui tourne toujours à peu près autour des mêmes chiffres, 22 mois. Alors voilà un exemple que je tiens de Vérone, une destruction ici. Vous voyez le canal pancréatique principal là, qui est obstrué, dilaté, sur un pancréate chronique d'amont. Ça, c'est de l'imagerie fonctionnelle avec la zone de destruction. Et puis, chez un malade qui a eu une résection secondaire, on met en évidence une fibrose avec un espace acellulaire. Et dans la périphérie, je vais revenir sur ce point à la fin de mon exposé, dans la périphérie, quelques cellules tumorales résiduelles. Alors, les traitements, ce n'est pas la peine de tout lire, bien sûr, mais vous voyez que si on compare ces deux groupes de malades, 47 ici, qui ont une radiofréquence upfront, à ceux-là, 60 malades, qui ont une chimiothérapie, une radiothérapie, ou quelques-uns, une chimiothérapie intra-artérielle avant la radiofréquence, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de regarder les résultats. Vous voyez que dans le groupe radiofréquence upfront, la survie, c'est 14 mois, et dans le groupe qui a reçu un traitement d'induction, qui par définition sélectionne les malades, puisque beaucoup de ces malades ont une maladie micrométastatique, et beaucoup de ces malades, pendant le traitement d'induction, vont avoir une progression locale ou une maladie métastatique qui devient détectable. Et donc la médiane de survie, bien sûr, n'est pas la même. On s'approche de 26 mois. Je regarde le temps, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais dire un mot de la série la plus importante d'électroporation, qui est la série donc de Louisville, dans lequel il y a eu deux groupes de malades, ceux qui avaient l'électroporation seule ou l'électroporation plus la résection. Alors je vous montre simplement les résultats. Médiane de survie sans progression, 12 mois. Échec immédiat de l'électroporation, 3, c'est très peu. Locale récurrence, très peu, 6 malades. En revanche, si l'on regarde, bien sûr, le taux de récidive habituel, métahépatique, carcinose péritonéale, eh bien vous voyez que, bien entendu, la maladie métastatique reste la principale préoccupation de cette maladie. Et au bout du compte, dans la série de Louisville, le temps médian jusqu'à progression est de 17 mois. Alors je montrerai juste une jolie image, je vais la trouver, voilà. Un très joli papier qui vient de cette équipe. Vous voyez que la position des aiguilles dans la tumeur, et ce qu'il faut retenir dans l'électroporation, c'est que c'est une technique progressive. C'est-à-dire que les aiguilles sont retirées progressivement en partant du point le plus profond de la tumeur vers la superficie pour obtenir une destruction homogène et qu'elle respecte toujours un halo périphérique qui reste peuplé par des cellules tumorales éparses. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a quelques papiers sur la voie d'abord laparoscopique, la voie d'abord percutanée, la voie d'abord endoscopique, sous écho-endoscopie, ça commence à se faire, mais que tout ça, pour l'instant, reste relativement anecdotique. Alors j'en viens à la conclusion de cet exposé, qui est, au-delà de la destruction, l'effet immunologique induit, et ce que je trouve peut-être le plus intéressant, et je vous montrerai 3 petites images de notre projet. La destruction tumorale centrale entraîne une cascade de phénomènes immunitaires en périphérie de la tumeur. Un remarquable papier a été publié dans Nature Reviews, vous voyez, en mars 2014. Si vous avez la curiosité de le lire, ce papier est formidable. Il explique en détail tous les mécanismes des modifications de la matrice extracellulaire. Ça vaut le coup d'y passer un peu de temps parce que c'est tout à fait intéressant. Je passe, c'est très compliqué, voilà.
Alors, nous avons le projet vient de débuter, puisque nous avons fait 3 malades pour l'instant, par l'intermédiaire d'une société suédoise qui a fabriqué un laser tout à fait intéressant. Nous avons monté une étude prospective de faisabilité qui a ouvert en octobre 2016, qui est bicentrique, Vérone et l'Institut Paoli Calmette, pour laquelle nous avons prévu d'inclure 15 malades avec comme critère un ADK localement avancé non résécable, non progressif sous traitement d'induction, qui est une chimiothérapie par FOLFIRINOX, mais pas de radiothérapie pour essayer de limiter la morbidité, pas de prothèse biliaire métallique, et un suivi à 2 ans basé, bien entendu, sur de la biologie moléculaire, des marqueurs et de la tomodensitométrie. Un peu de PET scan aussi, parce que ça nous paraît assez intéressant dans cette situation. Alors voilà un exemple que j'ai choisi, je vais aller vite. Voici, c'est un patient dont le diagnostic remonte à décembre 2015, et vous allez voir, je crois ça très important, c'est que le temps joue comme facteur de sélection. Alors, décembre 2015, tumeur du crochet, biopsie non contributive, et ce patient aura 3 séries de biopsies avant d'être adressé à l'Institut, où finalement, Marc Giovannini arrive à obtenir le diagnostic. Avril 2016, il y a un contact veineux à 180 degrés. La convergence des veines jéjunales et iléocoliques est envahie par la tumeur, et la première jéjunale sur le plan artériel est envahie par la tumeur. Donc on considère que cette tumeur comme localement avancée, non résécable. La lame rétroportale est positive, l'IRM hépatique est négative, il reçoit une chimiothérapie par FOLFIRINOX, il n'est toujours pas métastatique et il répond, puisque vous voyez, on part de 300 de CA19-9 pour arriver à 55 de CA19-9 en octobre 2016. Célioscopie première, pas de carcinose, pas de métahépatique, biopsie des ganglions lombo-aortiques négatifs, le malade est donc laparotomisé, la gaine artérielle est négative, il est non métastatique, extraction de la prothèse métallique jusqu'au dernier fil et inclusion dans le protocole de faisabilité. Vous avez donc l'image native ici et la vue opératoire. Et voici le champ opératoire. Alors le laser, il y a 3 électrodes, il y a la thérapeutique, et puis il y a le contrôle au plus près des vaisseaux, que l'on monitore en permanence, et le contrôle au plus loin des vaisseaux, c'est-à-dire au plus près du duodénum. Alors il y a une machine assez sophistiquée, on fait de l'échographie continue, et tout le monde se protège, ici c'est Olivier Turini, tout le monde se protège avec des lunettes spéciales, y compris le personnel et tous les gens qui rentrent dans la salle. Alors voilà l'image. On obtient ça avec une couronne périphérique. La qualité de la vascularisation portale et artérielle est assurée à J5, J15 et 1 mois. Et vous avez ici le scan avec la veine porte et le système artériel. Ce patient a présenté 2 collections, une sous-hépatique et une paraduodénale. Il a eu une fistule pancréatique qui s'est tarie tardivement, mais il n'a pas été réopéré et a une qualité de vie tout à fait correcte. Le CA19-9 à 1 mois est à 7. Je vous rappelle qu'il était à 300 au départ et à 55 en fin de chimiothérapie. Et le recul est octobre 2016, mars 2017. Nous sommes en faisabilité. Je vais donc conclure. Je m'excuse, la diapo est en anglais, mais bon, c'est pas très grave. Des résultats prometteurs sûrement, je traduis. D'autres résultats sont clairement nécessaires. Et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de randomisation. Et je me tourne vers Philippe, vous le savez, je le dis publiquement, j'admire énormément Philippe Bachelier pour sa technique, son obstination à traiter ces malades difficiles. Le vrai problème, et c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est que chez les malades répondeurs qui ont reçu un traitement d'induction, qui ne sont pas métastatiques, qui sont sélectionnés par l'épreuve du temps, il faut randomiser. Il faut randomiser pour savoir si les résections vasculaires étendues font mieux que les combinaisons médicales, plus ou moins les méthodes de destruction. Le problème, c'est que, enfin c'est un aveu un peu pusillanime, mais le problème, c'est que probablement je serai à la retraite, je ne verrai sûrement pas ça. Mais j'incite les plus jeunes à se préoccuper de ce problème, parce que sans randomisation, on n'avancera pas. Je vous remercie.
Merci Jean-Robert. Est-ce qu'il y a des questions pour Alain et Jean-Robert? Oui. Bonjour Jean-Pierre Richet. Nous, on a essayé l'électroporation sur l'intermédiaire, c'est-à-dire pour amener le patient à la chirurgie de résection. Pour éviter la résection vasculaire artérielle en face de la veineuse et pour traiter la gaine tumorale autour de l'artère chez des patients hyper sélectionnés, sans métastase, sans atteinte ganglionnaire sur le bilan opératoire, en sachant évidemment l'incertitude. Et on est en train d'évaluer la faisabilité. On a actuellement 10 patients et on en a 2 actuellement qui ont une survie supérieure à si on n'avait pas opéré. Et c'est la faisabilité. Oui, c'est intéressant. C'est l'expérience de Louisville, c'est ça. Hein. Il y a 50 malades sur les 200 qui ont eu une électroporation pour améliorer des marges de résection et respecter les vaisseaux. Mais l'électroporation, vous la faites en percutané, vous n'opérez pas le malade 2 fois. On est d'accord? C'est radiologique. C'est ça. Oui, c'est une précision importante. On a commencé par la parole, mais c'est pas bien. Et actuellement, c'est par voie radiologique. Évidemment, il y a un suivi d'évaluation. Et c'est des malades hyper sélectionnés à l'heure actuelle. Alors, sur l'électroporation, il y a une étude de faisabilité hollandaise de phase 2 qui a été publiée cette année, qui, voilà, quand on regarde les résultats, c'est moins beau que ce qui est rapporté par ailleurs. C'est-à-dire qu'en termes de mortalité et autres, c'est pas si simple. Et ils expliquent bien que, en plus, le problème de l'électroporation, c'est qu'on a affaire à des tailles tumorales qui sont importantes. Et si on veut avoir une efficacité de l'électroporation sur l'ensemble de la tumeur, il faut énormément d'aiguilles et énormément d'applications. Ce qui n'est pas facile à positionner par voie radiologique. Là, l'objectif est de dégager l'artère, donc pas traiter de la tumeur, et ça entre dans le protocole avec Folfiridox, enfin, toute la stratégie qu'on a discutée tout à l'heure. Enfin, là, on a opté pour un protocole de recherche sur le laser parce que c'est... Bon, on va dire que c'est beaucoup moins compliqué que l'électroporation. Mais ce qui me fascine le plus dans cette histoire, moi, c'est la possibilité qu'il y ait effectivement une rétroaction immunologique qui joue sur la maladie micrométastatique. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le concept lui-même. Oui, mais ça, on peut l'avoir avec de la radiothérapie. Oui, on peut l'avoir avec la radiothérapie. Et en plus, ce serait intéressant si on pouvait avoir un cancer du pancréas qui était sensible à l'immunothérapie, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'à ce moment-là, oui, on fait un traitement qui va entraîner le relargage d'anticorps et l'exposition, et à ce moment-là, avec l'immunothérapie, tu viens jouer là-dessus. C'est tous les protocoles actuels de l'immunothérapie, avec l'association radiothérapie, chimiothérapie, partent de ce concept-là. Dans le cancer du pancréas, on a un cancer qui finalement pas du tout sensible à l'immunothérapie. Donc peut-être que ça marche, mais c'est pas dit. C'est pas dit. Oui, Jean-Pascal, je vais essayer de faire vite. Un commentaire et une question, peut-être après vous exposer, brillant et convaincant. Le premier commentaire, Alain, c'est quand tu as parlé, enfin, concernant les TPMP, concernant donc les volatilité naturelles qui se font sur une population qui ne sont pas radicales. Je pense, un commentaire qui est probablement lié à l'âge, parce que peut-être lié à l'âge, dans le cas de CSA, une évolutivité tumorale qui est un petit peu différente. Donc, je mettrai un petit bémol sur ça. Ma question est la suivante, un petit peu pragmatique, c'est que chez un patient, donc j'ai un patient qui est opérable, asymptomatique, qui a une TIPMP d'un canal secondaire, je dirais entre 2 et 3 cm, sans nodules muraux. Qu'est-ce que je fais? Je surveille, j'opère, je fais une destruction locale. 2 à 3 cm, pas de nodule mural et pas de symptômes, c'est pas parce qu'il est opérable qu'il faut l'opérer. Il faut le surveiller. Il faut le surveiller, puis il faut le convaincre de la surveillance, le convaincre de ne pas le perdre, parce que ça peut durer longtemps, la surveillance. Compte tenu du fait qu'il y avait entre une chance sur 4 et une chance sur 5 pour que ça dégénère.
pour les TIPMP des canaux secondaires, les séries chirurgicales mettent la barre à, oui, 15, 20, 25%, mais c'est des séries chirurgicales. C'est-à-dire que maintenant, il y a des séries de surveillance où les patients sont recrutés au départ pour la surveillance et on va avoir, je dirais de façon plus rigoureuse, l'évaluation de l'histoire naturelle. Mais il faut se donner du temps. Il faut plusieurs années pour avoir les résultats de cette étude-là. Il y a une étude qui a commencé en France il y a 3 ans, qui s'appelle TIMP, et qui, voilà, on n'aura pas les résultats avant 3-4 ans, je pense. Hein. Ma conclusion va être de parler. Oui. Jean-Henri. Oui, je voudrais juste dire un mot. Tu peux passer. Alain, tu peux passer Oui. le micro à Jean-Henri. Ah. Il y a un micro mobile. Un micro sans fil. Au moment où le président Parkinski va prendre la parole, je pense qu'il y a une difficile situation. Alors, je ferai 2 commentaires. Un peut-être sur le mode ironique. J'espère que Marc n'enverra pas le titre et la communication rapidement à l'Élysée, parce qu'il y aurait beaucoup de mises en examen pour ceux qui n'auraient pas 37% de survie à 5 ans. Alors, l'autre côté technique, c'est qu'on a beaucoup parlé d'opérabilité de malades avec chimio, sans chimio, etc. Je mets à la place du malade, il arrive dans un centre non spécialisé, que fait le chirurgien? Il n'est pas capable de faire une réunion polydisciplinaire de haut niveau. Faut-il qu'il envoie son patient sur 10 000 cancers du pancréas en gros par an en France, si le chiffre n'est pas trop fort, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit l'envoyer dans un centre spécialisé? Il y en a combien qui s'intitulent comme ça? Est-ce que ces centres spécialisés font la réunion polydisciplinaire? Qui décide quoi? Et finalement, effectivement, il faut féliciter tous ceux qui ont présenté aujourd'hui des résultats et des présentations magnifiques, avec des techniques très avancées, chirurgicales ou non chirurgicales, mais ce sont quand même des chirurgiens hautement spécialisés, il y en a très peu. Comment est-ce que le patient peut aboutir à avoir le bénéfice de ces grands spécialistes? Merci, Jean-Henri. Je crois qu'effectivement, il faut que la chirurgie pancréatique s'organise parce qu'elle est appelée à se développer pendant les années à venir. La mortalité par cancer du pancréas va dépasser la mortalité par cancer du sein à la fin de cette année dans la communauté européenne. Donc c'est une notion qu'il faut intégrer. Connaissant les crédits de recherche qui sont attribués au cancer du sein, ils sont infiniment supérieurs aux crédits de recherche attribués au cancer du pancréas. Donc il va falloir que les décideurs de la santé prennent conscience qu'il y a un véritable problème de santé publique concernant le cancer du pancréas. Donc, je crois que c'était important de faire le point sur les innovations en chirurgie pancréatique. L'innovation ne signifie pas progrès. Il faudra des études scientifiques, il faudra du recul pour savoir si toutes ces innovations sont réellement un progrès. Je voudrais conclure cette séance en remerciant tous les orateurs qui ont respecté leur temps, presque tous. Dans tous les cas, et je crois que nous pouvons terminer presque à l'heure. Merci à tous, merci aux orateurs, et merci à Antonio Saccola qui a organisé ce magnifique.